La saison 5 d'Au revoir podcast commencera début octobre. Alors en attendant, j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des épisodes qui ont marqué l'histoire d'Au revoir podcast depuis ses débuts. En février 2022, Alexandra a partagé le récit de sa première grossesse, de son premier bébé, Victor, décédé au moment de l'accouchement. Dans son témoignage, elle raconte comment elle a tenté, au fur et à mesure, de voir la lumière là où il n'y en avait plus. Parce que pour elle, la lumière était vitale, c'était cette lumière qui allait l'aider à cheminer. Cet épisode d'ailleurs, il a fait du bien à Laura, maman de Léon. Avant de découvrir le parcours d'Alexandra, voici quelques mots de Laura qui vous recommande cet épisode. Bonjour, je m'appelle Laura et je suis la maman de Léon, mort-né en août 2023. Et un des épisodes d'Au revoir podcast qui m'a le plus aidé, c'est l'épisode 26 d'Alexandra qui s'intitule Petit à petit, retrouver la lumière. En fait, avant même mon IMG, j'avais besoin d'entendre qu'il était possible de remonter la pente que je m'apprêtais à dégringoler moi-même, comme pour ancrer l'idée en moi que l'espoir ne parte jamais trop loin de moi. Et finalement, la façon d'Alexandra dans ce podcast de narrer sa recherche du beau m'a vraiment donné comme des petits souffles d'espoir et de bonheur à chaque écoute. Et cet épisode, c'est une ode à la beauté, c'est en quelque sorte une ode à nos bébés. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. C'était très brutal l'annonce et je sais que ma deuxième réaction ça a été il faut que je prévienne Pavel, mon mari. Et en fait là ils m'ont dit on l'a prévenu, il est en train d'arriver, mais je veux l'avoir au téléphone. Et en fait, c'est avéré que ils l'ont appelé pour lui dire qu'il fallait qu'il vienne absolument, mais ils lui ont pas dit ce qui s'était passé. Dans ma tête, j'ai vu leur regard un peu vous êtes sûr, vous voulez l'appeler alors qu'il est pas encore là, lui dire. Et moi, j'avais absolument besoin de le faire, et donc je l'ai appelé. Et je me rappelle que quand j'ai dit ces mots, il est mort. J'y croyais pas non plus, tu vois. Je lui ai dit. Et lui, sa voix s'est brisée vraiment à l'autre bout du fil. Et là, j'ai réalisé que c'était un peu la réalité, mais c'était pas vraiment la mienne. Donc, c'était très brutal. Et voilà, quand on sort d'une anesthésie générale, comme toujours, j'imagine, tout est flou dans tous les cas. Donc ça, en plus, c'était juste, je flottais complètement. Ouais, le choc, le brouillard en même temps pendant tellement longtemps, on va dire, pendant quelques semaines que ces 3-4 jours à l'hôpital qu'on a passé ensuite sont aussi nimbés de ce brouillard-là, encore plus. Ouais. Il est mort. 3 mots pour décrire la réalité crue et violente et implacable du deuil périnatal. Il est mort. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce souvenir d'avoir dû prononcer l'indicible, l'inimaginable, l'inconcevable, il ne s'effacera jamais. Il est mort. Le cœur ne bat plus. C'est fini. Quelle que soit la réalité médicale à laquelle on fait face, quand on apprend cette nouvelle, c'est le blackout, l'extinction des feux. Il fait sombre, il fait froid, on hurle intérieurement, mais rien ne sort. L'opacité de ce nouvel univers est en train de nous aspirer et de nous enlever toute l'énergie qui parcourait notre corps. L'enfant est mort. C'est comme si nous l'étions aussi. Avez-vous déjà essayé de vous déplacer dans une pièce inconnue et plonger dans la pénombre ? J'ai l'impression que c'est un peu ça le deuil périnatal. Il va falloir prendre nos marques alors même que les repères sont inexistants et que les personnes qui ont connu ça
sont elles-mêmes tapies dans l'obscurité ou rassemblées dans des lieux dont nous n'aurions jamais soupçonné l'existence. On broie du noir, on étouffe parfois dans les sanglots et dans la peine. On ferme les volets, on ferme les rideaux, on ferme les yeux, on se réfugie dans cette pénombre parfois si sécurisante. Mais on s'y sent seul aussi. Et puis petit à petit, nos yeux vont s'habituer à cette obscurité. Ils vont identifier ce qui peut nous raccrocher à la vie, même si les larmes vont encore énormément couler. Dans la pénombre, ils vont distinguer ces mains tendues qui sont là pour nous aider un peu à cheminer. Et puis parfois, son cri égare, la lumière va filtrer à travers l'opacité de notre deuil. Cette lumière, c'est une fleur, une mélodie, une personne inspirante dont la poésie va percer notre cœur. C'est un voyage, c'est une fuite au soleil. C'est cette lumière qui côtoie le chagrin, cette lumière qui n'empêche pas les sanglots et la douleur, mais cette lumière qui réchauffe les joues mouillées par la tristesse, qui sèche peu à peu les larmes. Le deuil, c'est un jeu en clair-obscur. C'est la lumière, puis la souffrance sourde et les ténèbres. C'est le brouillard, puis la clarté. Et c'est parfois tout ça à la fois. Le deuil, ce sont des couleurs insoupçonnées, une douleur indescriptible, des émotions que nous ne connaissions pas jusqu'alors. Et puis c'est une luminosité plus intense, peut-être. Au revoir podcast, épisode 26. Alexandra. Et petit à petit, retrouver la lumière. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle d'Alexandra. Alexandra, elle habite en Allemagne, et plus précisément à Hambourg, avec son mari Pavel et leur petit garçon Aurel. Mais Aurel n'est pas leur seul enfant. Avant lui, il y a eu Victor. Bébé Victor, comme on dit dans la famille. Bébé Victor dont les cris auraient dû remplir le mois de novembre 2018. 9 mois auparavant, Alexandra avait découvert qu'elle était enceinte, et l'appréhension des 3 premiers mois passés, ça y est, c'est parti. On en est certain, le meilleur est à venir. En septembre 2018, le congé maternité d'Alexandra débute donc. Là, c'est vraiment le moment où on a beaucoup de temps pour soi. Donc, j'ai passé énormément de temps à regarder des choses à acheter pour préparer l'arrivée de Victor. Je passais mon temps sur le canapé. Enfin, j'allais prendre des petits cafés. C'était juste la vie parfaite, le moment où voilà, t'as vraiment du temps enfin dans ta vie pour t'occuper de toi et de ton futur bébé. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis donc la date d'accouchement prévue pour Victor, c'était le 10 novembre 2018. En Allemagne, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme est calculé à 40 semaines et non à 41 semaines 41 semaines comme en France. Donc en fait, à partir de 40 semaines, tu es censé être hyper contrôlé. Enfin, tu es contrôlé. Donc tous les 2 jours, tu vas chez la gynéco qui te fait un monito, une écho. Et puis au bout de 10 jours, si le bébé n'est pas arrivé, tu es envoyé en maternité, on va dire, pour le déclenchement. Donc en fait, c'est un peu différent qu'en France, mais c'est le même terme à la fin. Mais bon, en tout cas, 40 semaines, c'est vraiment la date pivot. Le 10 novembre, c'est cette date qu'Alexandra attend avec impatience. C'est sa ligne de mire. Mais ce jour approche et le petit Victor n'est toujours pas là. Le 12 novembre, j'ai eu mon dernier contrôle. Tout se passait bien. J'ai eu une dernière échographie, on le voyait à peine, il était tout écrasé. Je me rappelle être sortie de cette échographie avec sa petite photo en disant « Ah, c'était pas très beau mon bébé », enfin, quelque chose comme ça. Et je me rappelle encore de cette phrase que j'ai dite en me disant quelque chose de tellement absurde, hein. C'est ces petits détails en fait qui viennent et qui font aussi partie du tout en fait. Et donc le 14 novembre au matin, tous les 2 jours, il y avait justement ce check. Donc, je me suis dit, avant d'aller faire le check chez la gynéco, je vais aller faire mon petit yoga. J'avais trouvé des cours. Je vais peut-être passer un peu de temps à la maison et puis j'irai faire ce check-là. Et en fait, c'est un peu flou. Je me rappelle juste que j'ai saigné. L'accouchement commence. Je vais aller voir à la clinique à côté.
Et puis lui, il bougeait un peu, je le sentais qu'il bougeait. Tu vois, je me suis assise et puis pour mettre mes baskets, je me rappelle encore. Et puis je dis ça va aller, ça, c'est juste que ça, c'est le début là, tu vas arriver, il y a pas de souci. Et donc non, j'avais rien dans l'esprit et que il arrive, il faut qu'on voit ce qui se passe. En fait, je m'attendais pas du tout au pire. Je pense que cette question-là, je me la suis posée. Est-ce que je ressentais quelque chose? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui me semblait bizarre? Mais en fait, non, c'est pas possible de se dire ça en fait à ce moment-là. Je suis allée à pied à la maternité qui était vraiment juste à côté. Donc ce chemin-là, en fait, je l'ai repris des centaines de fois après, des dizaines de fois. Je m'arrêtais ensuite dans tous les recoins un peu de ce chemin-là pour me remémorer comment j'étais en fait à ce moment-là et que ce chemin-là, je l'ai emprunté. C'est les derniers moments de Victor dans mon ventre en fait. Donc ces 10 minutes à pied, elles ont été aussi un peu ma thérapie ensuite. Donc j'arrive à la maternité et puis là, la sage-femme qui m'accueille, un peu énervée, commence à me dire: «Ah mais si toutes les femmes arrivaient, en début de travail, on serait débordés, c'est un peu compliqué là». Donc elle m'a un peu rabrouée et puis bon, je suis restée dans la salle d'attente un peu énervée. Je commençais à pleurer en me disant: «Mais attends, c'est pas possible». Donc je suis allée la voir et je lui ai dit: «Bon, je vais pas rester là, je vais voir ma gynéco et puis c'est pas grave». Tu vois? J'étais plus énervée que inquiète en fait. J'étais juste un peu, je pense, vexée qu'on me traite comme ça. La sage-femme se rend alors compte qu'Alexandra est bouleversée. Elle décide alors de la prendre en charge pour un monitoring. Jusque-là, rien d'anormal, puisqu'Alexandra était initialement censée avoir un contrôle ce même jour. Mais il y a quelque chose qui ne semble pas aller. Une seconde sage-femme vient, rien. Alors on abandonne l'idée de faire un monito. Une gynécologue est aussitôt appelée pour faire une échographie. Tout ce que je me rappelle, ça s'est passé en quelques minutes, c'est de voir 50 marqué en rythme cardiaque en fait, le rythme cardiaque est marqué 50, le pouls. Un bébé c'est à 130 d'habitude son cœur, donc j'ai fait mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin je me rappelle même pas, je crois que j'ai juste dit à la gynéco, et j'ai voyé son visage se décomposer, disant qu'est-ce qui se passe avec mon bébé, et elle m'a répondu très vite: on va y aller. Et en fait, en 7 minutes, ils m'ont prise de la table où j'étais, ils m'ont déshabillée et j'étais partie en césarienne en urgence. En fait, ils ont vu que son cœur était en train de s'arrêter. Ce que j'ai su par la suite, que c'était quelque chose qui était arrivé sûrement quelques heures auparavant déjà, parce que c'est pas possible de faiblir d'un coup. Enfin, en tout cas, c'est leur hypothèse, c'est que il avait déjà faibli. Là, il y avait vraiment que des restes, on va dire, d'activité cardiaque. Et, euh, et donc, en 7 minutes, voilà, je me rappelle juste ça sur le rapport ensuite, sur le dossier. 7 minutes. Donc là, en fait, on va basculer dans l'autre monde, en fait. Et là, c'est le point de déséquilibre, de rupture. Urgence, anesthésie générale, tout s'éteint. On a toutes et tous ressenti ce moment de perte de contrôle, de saut dans le vide. Non, ce n'est pas un saut, non, c'est une chute. Alexandra est aussitôt endormie. Elle s'endort en sachant que quelque chose ne va pas, et lorsqu'elle se réveille, c'est encore un autre monde qu'elle découvre. Le réveil, c'est vraiment le basculement dans une autre vie. J'ai eu l'impression de commencer une nouvelle vie, et c'était exactement ça. En fait, je me suis réveillée un peu comme dans ma propre naissance, en fait. Et je me suis réveillée, c'était un cauchemar. La sage-femme était à côté avec Victor dans les bras et qui était immobile, et elle m'a dit en pleurant votre bébé est décédé. Et en fait c'est voilà le moment où tu peux pas le croire. Enfin je lui ai demandé, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar, c'est pas la réalité. Ça c'est quelque chose qui revient très très souvent dans les jours d'après, en fait, où on se dit c'est pas possible, c'est pas arrivé, c'est pas mon histoire. Même là, quand je la raconte, j'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, en fait, parfois, mais c'est ça, ouais. Après, tout est très flou, donc c'est vrai que j'en garde un souvenir flou, mais je sais que c'était très brutal, l'annonce, et je sais que ma deuxième réaction, ça a été,
il faut que je prévienne Pavel, mon mari. Et en fait, là, ils m'ont dit, on l'a prévenu, il est en train d'arriver, mais je veux l'avoir au téléphone. Et en fait, c'est avéré qu'ils l'ont appelé pour lui dire qu'il fallait qu'il vienne absolument, mais ils lui ont pas dit ce qui s'était passé. Et je pense que dans ma tête, j'ai vu leur regard un peu, vous êtes sûr, vous voulez l'appeler alors qu'il n'est pas encore là, lui dire, je faisais plein d'hypothèses pendant ce temps. Et moi, j'avais absolument besoin de le faire, et donc je l'ai appelé. Et je me rappelle que quand j'ai dit ces mots, il est mort, j'y croyais pas non plus, tu vois. Je lui ai dit, et lui, ouais, sa voix s'est brisée vraiment à l'autre bout du fil, et là j'ai réalisé que c'était un peu la réalité, mais c'était pas vraiment la mienne. Donc ouais, c'était très brutal. Et voilà, quand on sort d'une anesthésie générale, comme toujours, j'imagine, tout est flou dans tous les cas. Donc ça, en plus, c'était juste, je flottais complètement. Ouais. Ouais, le choc, le brouillard en même temps pendant tellement longtemps, on va dire, pendant quelques semaines, que ces 3-4 jours à l'hôpital qu'on a passé ensuite sont aussi nimbés de ce brouillard-là, ouais, encore plus. Et c'est dans ce brouillard qu'a lieu la rencontre. Car oui, c'est un drame, mais c'est bien souvent aussi une rencontre. Ce sont ces minutes-là que l'on va garder dans un coin de son esprit à tout jamais, mais aussi dans un coin de son corps. Sous le regard d'une sage-femme, Alexandra et Pavel ont rencontré leur bébé. Bonjour, Victor. Et elle m'a dit, regardez-le. En fait, moi, dans ma tête, c'était, est-ce qu'il faut que je le fasse? Enfin, je vais d'ailleurs poser la question, je crois. C'est comme ça qu'on fait. Enfin, j'avais besoin qu'on me guide, en fait. Et ouais, elle nous a un peu guidés, elle nous l'a montré, elle m'a dit, prenez-le. Et j'étais totalement, mon corps était sans réaction. Donc, c'est vrai que j'ai réussi juste à l'avoir. Elle l'a mis à côté de mon épaule, et enfin, j'étais allongée, elle l'a allongé près de moi. C'est le seul moment que j'ai eu vraiment proche de lui, parce que j'ai pas osé de le prendre. C'est tous ces moments-là ensuite qu'on regrette, hein, mais donc je me souviens maintenant encore souvent quand je suis dans cette position, et que Aurel, le petit frère, est aussi lové dans ce creux-là, et c'est celui de Victor, et il y a tout qui revient en fait. Ouais, elle l'a mis comme ça, mais elle nous a pas proposé de l'habiller. J'aurais beaucoup aimé le faire par la suite, mais pour moi, c'était pas sur le moment, j'y ai pas pensé. Et ni le laver, ni rien. On nous a dit aussi qu'il y avait des photographes spécialisés qui pouvaient venir par la suite, mais je l'ai pas su non plus le premier jour. Donc on a quelques photos de lui, qu'elle a prises, mais on en a 4, et c'est les 4 seules pour toute ma vie, pour toute notre vie, de lui. Mais oui, il y a beaucoup de choses qu'on regrette. Après, c'est vrai que sur le moment, on fait comme on peut, quoi. On pense pas du tout à l'après. Dans tous les cas, on est sur le moment. Enfin, je pensais à rien d'autre qu'à lui sur le moment, et donc tout est totalement nimbé de, ouais, tout le reste, n'importe peu, quoi. C'est vrai que du coup, ça m'a tellement manqué de pas avoir de photos avec lui, que j'ai fait un peu un montage, on va dire. J'ai envoyé une photo de moi et une photo de lui à une illustratrice qui nous a dessiné tous les deux. C'est une illustration que j'ai quelque part un peu cachée dans notre maison, que je regarde de temps en temps, mais voilà, c'est quelque chose qui était important pour moi aussi. Ouais. Dire bonjour à son bébé, et puis paradoxe ultime de la naissance qui entre en collision avec le deuil, lui dire au revoir quelques minutes plus tard. Après 9 mois à préparer l'arrivée du bébé, on encaisse la nouvelle et on se retrouve à préparer autre chose que son retour à la maison. Ça y est, nous voilà dans un monde dans lequel tout est tristement inédit. On n'a même pas eu le temps de reprendre ses esprits qu'il y a des préparatifs auxquels il faut déjà penser. Les funérailles, par exemple. Et penser à l'emplacement qui sera, pour toujours, celui de ce bébé. Le soir même du décès de Victor, on propose à Alexandra et Pavel qu'une pasteur vienne les voir dans la chambre de la maternité pour discuter de tout ça. C'est là qu'on a vraiment réalisé que on n'était plus dans la vie, mais qu'on était dans la mort, en fait. Et en parlant avec elle, on est un peu, voilà, on a commencé à
à réfléchir, c'est un grand mot, mais voilà, se poser la question: «Qu'est-ce qu'on va faire?» Et elle nous a laissé des prospectus, c'est bizarre de dire ça, mais sur voilà, sur, l'inhumation. Et donc au début, en fait, on s'est dit, on aimerait, le faire à la mer parce qu'en fait, il y a la possibilité d'avoir une tombe, de faire une crémation, mais tu peux aussi avoir 2 autres possibilités un peu plus créatives, on va dire, excusez-moi l'expression, mais en tout cas, c'était la avec la mer, on s'est dit: «Oh, magnifique». En fait, tu prends un bateau et en mer du Nord et donc en fait en mer Baltique, et donc ils ont un carré où, ils déposent l'urne et tu fais une cérémonie là-bas. Et donc en fait, tu déposes, voilà, déposes l'urne au fond de l'eau. Et pour moi, c'était magnifique au départ cette idée-là, et en me disant chaque mère qu'on verra, il sera là en fait, et chaque eau que chaque personne de notre famille et de nos amis verront, ils seront près de Victor. Et après, ouais, je me suis un peu rétractée en disant: «Mais en fait, la mer, j'aime pas ça. Être sous l'eau, j'ai peur, et puis le voir sous l'eau, enfin, j'ai eu un moment de voilà». Donc en fait, ensuite, on nous a parlé d'une autre manière. C'était, une forêt, en fait, ça existe en Allemagne, c'est, une forêt dédiée, aux urnes. Et donc en fait, chaque arbre, peut accueillir autour de ses racines, de son tronc, 12 urnes. Et donc tu choisis un peu ton arbre dans cette forêt dédiée. Ça s'appelle un Ruheforst, c'est, la forêt de la tranquillité. Et en fait, ça nous a semblé sur le moment, la meilleure façon de oui, d'enterrer Victor, en fait. Parce que pour moi, une tombe, c'était pas pour un bébé. Je me sentais pas. Pour moi, c'était quelque chose tellement de immémorial, enfin, ou même un peu, voilà, oui, tellement irréel et trop brut pour un tout petit bébé. Victor, c'est un bébé pour l'éternité. Victor, c'est un arbre. Victor, il peuple l'esprit de ses parents et de cette forêt dans laquelle il habite. Victor, ce sont ses racines qui se déploient dans le sol en souterrain. Victor, c'est ce tronc qui grandit, qui grossit, qui se régénère, le bois qui craque, la sève qui coule. Victor, ce sont ses branches qui se tournent vers le ciel. Victor, il est dans les bourgeons, puis dans les feuilles qui sont d'un vert profond, et qui jaunissent et qui tombent, et qui tapissent le sol. Victor, il n'est plus là, mais il est partout. Il est dans les 4 saisons. C'est un lieu très symbolique pour nous, la forêt où il repose. C'est un peu notre deuxième maison, même si on y va très peu souvent maintenant, mais c'est là où j'irai toujours. C'est beau parce que ça te rapproche de la nature, en fait. C'est fou parce que tu vis chaque saison, en fait, en tant que visiteur, chaque saison avec le souvenir et avec l'endroit. En fait, c'est impressionnant parce qu'on voit, voilà, toute la nature chaque hiver, il y a tout qui meurt, et chaque printemps, il y a tout qui revit. C'est vraiment un cycle, en fait, et c'est comme si ça pouvait nous rapprocher encore plus de lui et de ce qu'il est. Dans l'obscurité du deuil, on avance à tâtons, surtout au début. Un pas après l'autre, comme on dit. Alexandra, elle a pu cheminer petit à petit, à son rythme, grâce au soutien de ses proches et de ses amis. Ses proches qui ont pris le premier train ou le premier avion depuis la France pour ranger les affaires de bébé qui étaient partout dans l'appartement avant qu'Alexandra et Pavel ne rentrent de la maternité. Quand on est sorti de l'hôpital, on a eu la chance de pouvoir être accueillis par ma famille, nos familles à la maison. Ils avaient rangé toute la chambre de Victor qu'on avait préparée. C'était moi qui l'avais demandé parce que je me voyais pas revenir et voir toutes ces petites affaires-là. On avait transformé à l'époque le salon en chambre, et en fait ils avaient remis donc le salon comme il était avant. Et donc en fait quand on est arrivé, ça a été un peu le choc aussi de se dire c'est comme s'il avait jamais été là. Et en même temps j'étais encore tellement sous ce choc-là que juste voir quelque chose de bébé, ça m'aurait tué. Donc en fait c'était pas mal, c'était bien sur le coup. Et donc ma famille était là vraiment tout le temps. Il y avait des amis qui appelaient tout le temps aussi. Ce qu'on a fait, en fait, ce que Pavel a fait, et c'était magnifique, c'était que quand ça s'est passé, il a appelé tous mes amis. En fait, il a ouvert mon WhatsApp et il a
appelé toutes les personnes avec qui je suis en contact depuis des années, on va dire, tout mon carnet d'adresses, parfois des gens pas très proches d'ailleurs, et il leur a dit la nouvelle. Et en fait, ça a été une sorte de thérapie un peu pour lui, un grand mot, hein, mais au moins il m'a dit, j'ai verbalisé. À chaque fois, il leur disait ce qui s'était passé. Et pour lui, ça a été ces 2 jours-là où il a tout dit. Et la dernière chose qu'il leur disait à chaque fois, c'était appelez Alexandra. Appelez Alexandra, on en a besoin. Appelez-la. Et en fait, du coup, ça a été une chaîne d'amitié et d'amour en fait pendant des semaines parce que j'avais des rendez-vous téléphoniques tous les jours. Il m'avait mis vraiment, voilà, t'as machin qui t'appelle à telle heure, à 14 heures, voilà. Et en fait, vu qu'on était, voilà, on n'est pas entouré géographiquement, vu qu'on habite à Hambourg et c'est une ville, on était là depuis seulement 1 an et demi, 2 ans, donc on n'a pas forcément beaucoup d'amis sur place. Et d'avoir ce lien téléphonique, ça m'a tenu énormément. Et pour moi aussi, ça a été, on va dire, tellement bénéfique de tout raconter. Et je sais que sur le moment, je racontais tout dans les détails. Et c'était vraiment, genre, et je pense que les gens étaient un peu choqués parce que je leur racontais tout. Et ça me faisait du bien aussi d'en parler. Et donc voilà, donc j'ai fait ça dans les 2 premières semaines. J'avais voilà la sage-femme aussi qui venait. En fait, même si le bébé n'est pas là, elle vient, elle s'occupe de ta cicatrice, elle me donnait des conseils pour la rééducation. Elle nous écoutait beaucoup, c'était fou. Effectivement, en Allemagne, pendant le postpartum, il est habituel que des sages-femmes se rendent au domicile de celles qui viennent d'accoucher pour leur prodiguer des soins, les accompagner. Alexandra vient d'accoucher, et même si son bébé n'est plus là, elle a le droit, elle aussi, à cette prise en charge. Sur ce point, je vous invite à écouter l'épisode 16 de Revoir Podcast, Deuil périnatal et postpartum en Allemagne et aux Pays-Bas pour en savoir plus. Alexandra, elle est bien accompagnée, donc. Elle est soutenue, ses proches sont là. Malgré tout, il y a beaucoup de solitude sur le sentier obscur du deuil périnatal. On se sent seul parce qu'on est bien souvent le ou la seule à avoir vécu ça. Et c'est dur de se sentir vraiment compris par des personnes qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être, de naviguer à vue dans des nuages sombres et opaques sans savoir si un jour ça ira mieux. Mais au milieu de ces nuages, aussi épais soient-ils, au milieu des coups de tonnerre, on fait aussi des rencontres avec des personnes qui vont nous donner des clés pour nous aider à nous reconstruire petit à petit. Ces personnes, elles ont elles aussi perdu un bébé. Elles ont réappris à vivre après le drame et elles nous comprennent. Elles nous donnent des motifs d'espérer que la lumière petit à petit pourrait bien revenir. Ce réconfort, Alexandra l'a trouvé dans les groupes de parole qui étaient organisés dans sa ville. Des groupes de parole auxquels elle s'est rendue seule ou avec son compagnon. C'est vraiment la chose qu'on se dit au début, c'est genre, c'est arrivé à personne que je connais. Comment ça arrive? C'est pas possible. Et en fait, de rencontrer ces personnes-là, ça a été vraiment un petit déclic en fait, et aussi de pouvoir en parler avec des gens qui comprennent exactement ce que tu vis. C'était vraiment la première lumière que j'ai vue en fait. Ce groupe de parole, en fait, je l'ai suivi quelques temps, puis ensuite on va dire, switché sur un groupe de parole avec les couples. En fait, il faut savoir qu'il y a une association des parents endeuillés dans presque, je crois, toutes les villes d'Allemagne. Et en fait, ce sont eux qui sont un peu qui chapeautent un peu ces groupes de parole-là. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidée, c'est de se retrouver toutes les semaines, parfois dans le silence aussi, mais de pouvoir rencontrer des gens en fait qui te ressemblent parfois et qui vivent ça. Sur la ressemblance, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça m'a toujours beaucoup apporté de m'identifier à des gens qui ont vécu la même chose. Tu vois beaucoup de témoignages ensuite quand tu commences à comprendre dans ce monde-là du deuil périnatal. Et il y a des choses où tu dis non, je veux pas, c'est pas moi. Et en fait, parfois il y a des gens qui te happent et où tu dis s'il y a bien un modèle que je veux avoir, ce serait elle ou lui. Et en fait, je travaille beaucoup comme ça par modèle. Je sais que je regardais beaucoup aussi dans le monde anglo-saxon du deuil périnatal. Donc il y a une fille qui s'appelle Elle Wright. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Feathering the Empty Nest.
c'était aussi ma lumière, en fait. Elle cherchait la beauté, en fait, dans la vie, et malgré tout ce qu'elle avait vécu et malgré la perte de son fils. Et c'est ça aussi que j'ai toujours voulu faire, chercher la beauté, parce que je trouvais que le monde du deuil périnatal, c'était tellement sombre, déjà en l'état. En fait, c'était bizarre, hein, mais j'avais envie, en fait, de beau et de poésie et de beaux mots et de belles phrases. Chercher la beauté comme remède à la tristesse? Ou la beauté pour mieux accepter cette tristesse? Pour mieux l'accompagner peut-être? Ou la beauté pour essayer de surmonter tout ça? Il y a cette question qui reste pendant tellement de temps en suspens. Est-ce qu'un jour, ça ira mieux? Les jours, les semaines, les mois passent et on sent bien qu'on est changé à tout jamais, que le moral est en dents de scie, qu'on sent parfois un léger mieux mais qu'il suffit de n'importe quelle petite broutille pour qu'on replonge dans des abîmes d'obscurité, que des émotions puissantes et violentes reprennent le pas. C'est le souci administratif de trop, c'est la contrariété qui te fait monter les larmes aux yeux, c'est ça et ça, ces choses qui n'ont pas d'importance en temps normal, sauf que nous ne sommes pas en temps normal. Et ces petites choses, elles prennent des proportions énormes. Parce que pour Alexandra, Victor, il est mort, il n'est plus là. C'est Victor, c'est Alice, c'est Gabriel, c'est Augustine, c'est Paul. C'est parce que ces bébés ne sont plus là que tout est sombre, que la lumière, elle revient et qu'elle part d'un coup sans prévenir, que le futur n'a plus rien de lumineux et qu'un voile opaque s'est posé sur notre chemin. Alors pour essayer d'aller mieux, Alexandra, elle a lu, elle a fait des listes, elle a fait le pari de vivre ses émotions à fond, de crier, d'hurler, de pleurer jusqu'à ce que son réservoir de larmes soit tari. Elle a appris à vivre avec Victor et donc avec toutes ces choses qui peuvent découler de sa naissance et de sa mort, de cette rencontre en clair-obscur. Comme elle vient de nous l'expliquer, Alexandra elle a parlé avec d'autres parents, elle s'est cherché des modèles, elle a rassemblé autour d'elle des personnes qui savaient ce qu'elle traversait. Ce sont ses parents, du groupe de parole qu'elle vient d'évoquer, mais c'est aussi une psychologue spécialisée dans le deuil périnatal qu'elle a aussitôt contactée après la perte de Victor. En Allemagne, on trouve aussi des Trauerbegleiter, littéralement des conseillers, des compagnons de deuil. Donc en fait, ce sont des personnes qui t'aident à vivre le deuil tous les jours. Ce sont des sortes de praticiens qui exercent et qui ont une formation officielle. Et j'avais donc une fille qui faisait ça, qui avait un petit bureau à Hambourg où elle crée, en fait, elle fait beaucoup de workshops créatifs autour du deuil, des personnes qui ont perdu un proche et qui font voilà beaucoup d'ateliers. Et avec ça, elle faisait aussi des sessions personnelles. Et donc en fait, j'ai aussi tout de suite contacté parce que justement cet univers-là, son univers me parlait tellement. C'était pas un univers de pompes funèbres, mais vraiment un univers de comment tu intègres la personne qui est partie dans ta vie. Comment tu continues en fait à la faire vivre. Et avec elle, on a beaucoup parlé de généalogie. Bon, ça restait un mot assez c'est assez loin du deuil à l'origine, mais en fait, elle cherchait un peu à travers ma famille à essayer de trouver des liens avec Victor, en fait, de pouvoir connecter un peu tous les membres de ma famille et toutes les histoires de ma famille, et pour essayer d'avoir ce lien et de poursuivre ce lien-là et d'intégrer, je pense, la tristesse et le manque comme une partie entière de ma vie, mais sans que ça bloque les autres parties. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais en tout cas, c'était vraiment de parler de lui tout en accueillant toutes les émotions aussi, de faire sa place, voilà, dans la famille, et de travailler aussi sur le futur aussi. Comment je verrai le futur avec lui, comment l'aborder, en fait. Donc on n'a vraiment jamais trouvé la réponse idéale, mais le fait de l'intégrer, c'était tellement important. Parce que pour moi, c'était un vide, alors que non, au final, il a une place entière et il faut qu'il la garde. On a souvent l'impression que vivre un deuil, c'est comme être sur un fil. On tente de tenir en équilibre et on sait que tout peut basculer, qu'on peut tomber dans l'ombre où la lumière n'a rien de temps. Ce sont les montagnes russes aussi, les images ne manquent pas. On monte, on est en pleine ascension, on sent que ça va mieux,
Et puis en l'espace d'un instant, on replonge. La lumière versus l'obscurité, la montée versus la descente. Mais tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, parce que parfois, au fur et à mesure, ce sont les deux en même temps. La lumière, l'espoir, les belles choses, elles ne reviennent pas d'un coup, et il faut accepter qu'il est long, ce temps pendant lequel on va cheminer avec, ponctuellement, des petites touches de bonheur qui vont parsemer notre tristesse. Ce sont des arbres en fleurs, qu'on guette à chaque coin de rue. C'est un instrument qu'on réapprend à connaître. Alexandra, par exemple, elle s'est remise au piano, qu'elle détestait quand elle était petite. Sauf que maintenant, en prenant des cours, en jouant, elle se concentre sur autre chose et elle s'aménage ainsi des parenthèses de tranquillité dans cette permanente intranquillité. Il y a aussi ce voyage salvateur, ce voyage qui guérit un peu. Ce sont même toutes ces petites choses du quotidien auxquelles on ne prêtait pas attention, mais qui apportent un peu de lumière, un peu de joie, un peu de beauté. C'est comme ça qu'Alexandra, elle voit les choses, avec le recul qui est maintenant le sien. Peu de temps après la mort de Victor, on est parti en Guadeloupe voir une amie et ça a été un peu notre survie en fait, une façon de partir, de pas penser, de voir la beauté encore pour le coup parce que cette île est juste féerique et magique. En tout cas, elle m'a laissé une impression magique en fait, un peu mystique et ça a été 3 semaines en fait là-bas qui ont été vraiment comme une parenthèse en fait et même si la douleur était là au quotidien parce que ça faisait à peine quelques mois, ça m'a aussi levé un peu le voile de ce filtre noir dont je parlais et toujours cette impression de connexion avec la nature et puis de voir cette éternelle vitalité en fait de la nature et c'est en fait que il y a beaucoup d'aspects de la vie qu'on voyait pas avant qui nous paraissaient faire partie du quotidien qui en fait ressurgissent 100 fois plus vives en fait et on apprécie ça tellement plus en fait qu'avant. Pour moi, c'était par exemple la nature. Je viens de la campagne, enfin la campagne. On va dire que j'ai toujours habité dans la nature et un tout petit village et pour moi je me suis jamais intéressée aux arbres, ça faisait partie du truc et puis les saisons, c'était vraiment voilà, c'est normal, c'est le printemps, là c'est l'hiver, les feuilles tombent, blablabla. Voilà, j'ai vu tout le cycle de la nature de façon hyper observatrice en vivant en ville maintenant en plus. Il y a peu d'arbres, mais c'est vrai que c'était surtout le printemps 2019. En fait, j'ai eu comme une sorte de, je sais pas, d'épiphanie quoi. J'ai découvert des arbres, par exemple, je connaissais très peu, mais les magnolias. Et en fait, les magnolias, la beauté des magnolias en fleurs, ça m'a tellement aidée. En fait, j'ai passé des heures à les chercher dans la ville. Quand je les ai vus la première fois, je me suis dit, ah, mais c'est ouf cet arbre. En fait, j'avais l'impression d'être sous drogue et je l'ai photographié avec le ciel derrière. Enfin, c'était vraiment une sorte de thérapie en fait. Ça m'a beaucoup, pas aidé parce que c'est vrai que ça me procurait de la beauté en fait. Ça me donnait de la beauté dans le monde et ça me donnait un peu de joie, voilà, dans la journée. Je sais pas comment on peut dire. C'est un peu comme s'il y avait un grand filtre noir devant mes yeux au début et après ça s'est plus ou moins peu à peu éclairci jusqu'à ce que un peu la normalité réapparaisse. C'était au début vraiment des toutes petites touches et puis peu à peu elles sont devenues plus grandes et voilà, tout en sachant que ce filtre était là toujours en fait et un peu plus transparent peu à peu. Les mois passent et Alexandra et Pavel prennent leur marque dans cette vie qui est désormais la leur. Une vie sans Victor, mais une vie avec lui malgré tout. Victor dans leurs pensées, Victor dans la forêt, Victor qui peuple ce petit espace aménagé dans leur appartement d'Hambourg. Peu à peu, l'envie d'avoir un deuxième bébé surgit, s'installe, se confirme. Alexandra est de nouveau enceinte. Mais c'est dur de se projeter dans une autre grossesse quand on sait en fait qu'il n'y a aucune certitude. Ça a été une grossesse très angoissante, vraiment très angoissante, mais je dirais que ça a été aussi par touche une grossesse
qui m'a fait découvrir la vie comme elle peut être. En fait, ou la vie comme je devrais la vivre après, en fait, ou maintenant. C'est-à-dire que le futur était tellement pas sombre, mais trouble. Personne ne pouvait nous dire que ça allait bien se passer. Vu qu'on n'a jamais su ce qui s'était passé pour Victor, on n'avait aucun docteur qui pouvait nous dire, vous inquiétez pas, cette fois, c'est bon. Enfin, c'était vraiment, il nous disait, ça va aller, mais on va voir. Il n'y a pas de problème de récidive normalement. Bon, bref, c'était toujours un peu voilà sur le fil. Et bien sûr, la plupart des gens nous auraient dit mais tout va bien. Mais bref, donc du coup, il fallait se concentrer toujours sur le présent. Et en fait, j'étais très souvent angoissée. C'était une période hyper dure. J'ai vraiment, j'ai fait mon petit confinement à moi-même, on va dire, avec Pavel. On s'est mariés aussi dans cette période en petit comité et c'était aussi comment dire, un peu hors du temps en fait. Je dirais que c'était très angoissant, mais en même temps, c'était la vie comme à sa valeur la plus intense en fait. C'était comme si c'était maintenant, je sais ce que c'est la vie et de vivre et de voir le bonheur que ça peut être en fait. Donc j'étais toujours en fait, c'est comme tu dis, voilà, c'est toujours dans la nuance. Je dirais que ça m'a vraiment énormément appris aussi sur moi et sur le fait que je pouvais être beaucoup plus forte que ce que je pensais, parce qu'il y avait des moments tellement durs. Et combien de fois je me suis retrouvée vraiment en train de dire à Pavel, non, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. C'est l'angoisse de trop, ça va, c'est pas possible, c'est pas possible. Et à chaque fois, le lendemain matin, ça allait mieux et on se relevait tout le temps. La lumière, en fait, elle s'est fait vraiment quand Aurèle est née, en fait. Elle était apparue par touches successives et je pense que elle était déjà là depuis longtemps et même avant la grossesse d'Aurèle, mais je la sentais que ça irait, que l'espoir reviendrait. Enfant ou pas enfant, je sentais cette force de la vie en moi, on va dire. J'ai eu cette impression de réparation, de se dire, et aussi de contrôle. Je recontrôle la vie, je recontrôle ce que je peux contrôler. Le fait d'avoir une césarienne programmée m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'en fait, j'ai pu vraiment contrôler de A à Z comment ça allait se passer par rapport à la césarienne d'urgence avec Victor, et c'était vraiment très très bénéfique aussi pour moi pour nous de vivre ça, mais voilà, il faut être tout à fait honnête, quand il est né, qu'il a respiré et qu'il a crié, j'ai senti vraiment ce poids s'en aller de mes épaules et je savais que maintenant ça allait, et j'essaie de toujours me rappeler de ça, c'est maintenant ça va et on verra après. En 2020, c'est Aurèle qui voit le jour. Et aujourd'hui, quel est le lien entre l'avant et le maintenant, entre Victor et Aurèle, entre le grand frère qui restera pour toujours un bébé et ce petit frère qui est venu remplir l'appartement de ses cris, de ses rires et de ses pleurs, et que vous entendrez peut-être dans cet épisode à certains moments. Ce n'est jamais simple d'amener les choses, de savoir comment ménager une place à chacun, de tirer le fil de la généalogie fraternelle et de poser des mots là-dessus. De vivre ces deux maternités à la fois, c'est compliqué. Alexandra, c'est la maman de Victor et c'est la maman d'Aurèle. C'est parfois faire le grand écart entre des émotions contradictoires, c'est faire le pont entre deux bébés qui ont chacun leur histoire, mais des histoires si complémentaires qu'ils sont pour toujours reliés l'un à l'autre. À chaque fois que je voyais Aurèle qui dormait, je commençais à avoir très très peur du fait qu'il se réveille pas. Et donc c'est vrai que j'ai commencé un peu à séparer un peu les deux images, et j'avais fait ça aussi beaucoup pendant la grossesse avec une sage-femme spécialisée en hypnose qui m'avait vraiment aidée, dans le sens où elle m'avait dit, voilà, tu as deux fils, c'est marrant en français, c'est les fils, les fils, mais bon, bref, peu importe, on va pas s'attarder sur le langage. Tu as deux fils, en fait, t'as un fil qui va vers Aurèle et un fil qui va vers Victor, ils ont deux couleurs différentes. Et en fait, chaque fois que je pensais au bébé dans mon ventre, donc Aurèle à l'époque, il fallait que, voilà, pour différencier ça de Victor, que j'avais mon petit fil qui allait vers Victor, et donc du coup ça m'aidait beaucoup. Et donc j'avais fait ça aussi quand il est né, j'ai essayé vraiment de séparer, et malheureusement
j'étais tellement aussi affairée par par tous les, on va dire, les débuts avec un nouveau-né vivant à la maison, que Victor a été mis en fait dans une petite boîte dans mon cœur en fait. Et j'avais envie enfin de normalité, juste de se plaindre parce qu'on n'a pas fait une bonne nuit, ou de s'extasier pour une chose qu'il a fait sans devoir pleurer de bonheur parce qu'il est vivant. Enfin, quelque chose de juste normal. Et tu oses pas te plaindre. On parlait de ça avec une amie, maman endeuillée. Tu oses pas te plaindre à l'extérieur de ce que tu vis. C'est tellement une chance, entre guillemets, que d'avoir ce bébé vivant à la maison, que tu bloques tous les sentiments négatifs. Et donc, en fait, ton corps, les hormones t'aident beaucoup à ça, j'imagine aussi. Et donc, j'étais un peu dans ça. Et en fait, j'ai fait un cours de rééducation très longtemps après la naissance d'Aurèle, à cause du corona. Et je me suis retrouvée avec une salle pleine de mamans. Là, ça a été un peu le choc du « Oh oui, c'est vrai que je suis de nouveau dans le monde, quoi, j'appartiens à ce monde-là, des mamans avec des bébés vivants. » Et j'avais beaucoup de mal à me dire comment je vais me présenter. C'est toujours la question. Et donc, j'avais juste dit, voilà, j'ai 2 enfants et tout ça. Et donc, j'ai parlé à la sage-femme de ce cours à la fin. Et donc, elle me dit mais on sent que Victor a une place quelque part, mais qu'elle est pas là, et que tu es déséquilibré un peu. Tu penches d'un côté, en fait. Et j'ai fait, mais oui, mais je peux pas, je tiens mon fils de l'autre côté, dans un sens. Je peux pas faire les deux, et mon fils à la maison. Et donc, elle m'a dit, mais écoute, fais quelque chose de très simple, c'est, parle à Victor, par exemple, quand tu vas chercher une glace dehors, tu dis à Victor, tu prends Aurèle dans le porte-bébé et tu dis à Victor, allez viens Victor, on va chercher une glace ensemble. C'est comme Victor, begin and I. Et en fait, cette phrase, elle est tellement anodine, elle est vraiment anodine, elle est simple, mais en fait ça résume vraiment tout de notre vie de parents. C'est spéciaux, en fait. Ils sont là, peu importe dans quelle situation, et on les amène partout avec nous, et leur parler comme ça m'a vraiment libérée. Et cette place-là, je l'ai prise de plus en plus, et je me rends compte que ça résonne aussi beaucoup avec tout ce qu'on fait. Par exemple, Aurèle a commencé à aller à la crèche, et à la crèche demandait de faire un album de famille, et donc la question c'était comment on fait, et en fait j'ai longtemps tergiversé, et puis à la fin du petit album j'ai mis une photo dans la forêt. Pour moi, c'est normal de toujours parler de Victor comme le grand frère d'Aurèle, et de l'inclure dans tout, en fait. Voilà. Cet épisode touche à sa fin, et je remercie Alexandra d'avoir évoqué son histoire, d'avoir raconté Victor, d'avoir raconté Aurèle et cette maternité en clair-obscur. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à lire les très beaux textes qu'elle a déposés sur son compte Instagram « Bonjour Victor ». Dans cet épisode, Alexandra a notamment mentionné le compte d'Elle Wright, « Furthering the Empty Nest ». Je vous mets les liens directs dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au revoir podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour m'aider à financer le podcast et les dépenses qui y sont liées, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur Tipeee. tipeee.com/Au revoir podcast pour en savoir plus. À ce propos, je tiens à remercier chaleureusement la 40aine de personnes qui a participé à cette campagne de financement
en janvier, ces personnes sans qui je n'aurais pas pu payer les frais d'hébergement du podcast pour 2022. Merci à Lauriane, Estelle, Virginie, Julie, Laureline, Pauline, Audrey, Clémence, Julie, Camilla, Nathalie, Edwige, Claire, Yolanda, Gabi, Morgane. Merci à Victor, Catherine, Laura, Mathilda. Merci également à Alison, Adèle, Delphine, Rabat, Raphaël, Marine, Séverine, Lucille. Merci à Louise, Jennifer, Claire, Laurie, Alexandra, Vanessa, Manon, Muriel. Merci à Margot, Marie, Nastasia, Iseult, Lola, Mélanie et Sarah. Merci infiniment pour votre soutien. Je suis extrêmement touchée par votre générosité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode de la mini-série Journal d'une grossesse d'après. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au revoir podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.